Bienvenue au temps du numérique. Après l'intime, l'engagement et la mémoire, c'est de création artistique dont il sera question aujourd'hui. Qu'est-ce que les outils numériques apportent à la création? Est-ce que c'est un enrichissement culturel ou bien un simple gadget? Qu'est-ce que cela change à notre expérience de l'art? Est-ce qu'il y a une beauté propre à la création numérique? Et puis plus largement, est-ce que les outils numériques aident au développement de notre créativité à toutes et à tous? Voilà, donc les questions à aborder avec vous. Mais pour cela, il faut déjà savoir ce que c'est que l'art numérique. Julia Bini, on commence avec vous. Vous travaillez à l'Art Lab en tant qu'assistante curatoriale et de production donc à l'Art Lab. En gros, vous aidez à la conceptualisation des expositions à l'Art Lab. L'art numérique, c'est quoi pour vous, Julia Bini? Alors pour moi, oui, l'art numérique, c'est un peu le champ élargi de l'art, comme a été influencé par les développements de la technologie, de la science, du numérique, clairement, dans les dernières 30, 40 années. Donc clairement, c'est une histoire qui a une origine dans les années 60, 70, mais aujourd'hui, les numériques. C'est une question qui est complètement partie de la façon dans laquelle les artistes vont à travers la conceptualisation de l'œuvre. Mais même, je dirais que c'est une question culturelle. Et pour cette raison-là, c'est une question qui est partie de l'art, mais de la société, de les savoirs en général. Donc c'est totalement intégré, vous le dites, à la création aujourd'hui. Kirel Benzi est avec nous depuis Paris, voilà, via son ordinateur. Vous êtes un data artist, c'est-à-dire que vous créez des œuvres à partir de données. L'une d'entre elles, de ces œuvres, est d'ailleurs à voir à l'Art Lab dans l'exposition Infinity Room 2, juste à côté de nous. L'art numérique, comment est-ce que vous le définissez, vous, Kirel Benzi? Alors, je compléterai ce que ma collègue a dit, mais surtout, je dirais que c'est utiliser des outils modernes, puisque enfin, il n'y a aucun métier maintenant qui n'utilise pas vraiment le numérique pour créer. Donc, il y a pas vraiment de différence entre l'art, disons, ancien et l'art numérique. Pour moi, c'est juste une nouvelle façon finalement de s'exprimer, sauf qu'au lieu d'avoir un pinceau où je vais faire un geste manuel, par exemple dans mon cas, je vais essayer de prendre des données informatiques, qui seraient un petit peu l'équivalent d'un pigment de couleur, et à la place de mon pinceau, je vais utiliser des outils numériques, de la programmation, du code pour peindre. Donc finalement, ça revient un peu à la même chose, c'est juste qu'on est dans une ère qui est un peu plus technologique. Mais ça veut dire que vous, s'il n'y avait pas eu les outils numériques, vous seriez quand même devenu artiste et vous auriez utilisé le pinceau? Alors c'est une très bonne question. Dans mon parcours, moi j'ai commencé en fait à faire de l'art numérique pour vulgariser la science, parce que je suis scientifique de l'EPFL. Et du coup, je ne sais pas si j'aurais fait ça. C'était un peu plus difficile, puisque comme j'essaie de représenter du big data, des milliards de points, je ne sais pas comment faire avec un pinceau pour l'instant. Du Donc je ne sais pas pointillisme, si... enfin. Voilà, c'est ça, peut-être. Mais- Merci. Florian Colombo, vous êtes musicien, violoncelliste, vous êtes doctorant au laboratoire de calcul neuromimétique de l'EPFL, où, sous la houlette du professeur Wolfram Gernster, vous avez développé un programme algorithmique qui compose de la musique. Est-ce que vous diriez que vous faites, vous, de l'art numérique? Alors, par rapport à l'art numérique, oui, d'une certaine manière, mais plus de la recherche sur l'art en utilisant le numérique, mais qui au final, je pense, à la frontière. Et pour moi, l'art numérique, il y a deux grands domaines. Il y a le numérique pour faire de l'art, comme on vient de l'entendre, donc où les artistes utilisent des outils numériques pour développer leur expressivité et créer. Mais il y a aussi, on peut utiliser le numérique pour analyser l'art ou pour comprendre mieux comment l'art est structuré ou apprendre des grandes œuvres ou dans mon cas, apprendre de la musique, comment Beethoven composait. Donc on peut utiliser l'art, le numérique pour comprendre l'art ou pour l'analyser pour des domaines de sciences appliquées à l'art. Mais vous faites plus que l'analyser, puisque au final, vous créez des œuvres à partir effectivement Voilà. des compositions existantes, mais via des algorithmes. Oui, donc effectivement, j'ai l'impression que je suis à la frontière entre ces deux domaines. Donc, d'un premier temps, d'un point de vue scientifique, dans mon doctorat, j'essaie de faire un outil, un algorithme qui arrive à apprendre la structure de la musique. Mais ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on a au final un outil qui est capable aussi
de générer de nouvelles partitions au final. Et est-ce que Et cela donc, vous... Pardon. On est entre les deux, effectivement. Et est-ce que cela vous sert ensuite en tant que musicien? Est-ce que vous avez l'impression que votre pratique de la musique comme violoncelliste a été modifiée par cet apport des outils numériques? Alors complètement, mais chaque parcours est sien. Pour moi, effectivement, énormément, de par mon interaction avec des gens experts dans la musique, des musicologues, et aussi mes propres observations de mes modèles appliqués à la musique, j'ai appris des nouvelles choses sur la structure de la musique qui me sont utiles en tant qu'interprète. Merci. À vous, Marc Atala. Vous êtes professeur de lettres à l'Université de Lausanne. Vous êtes directeur de la Maison d'Ailleurs, qui est un musée de la science-fiction. Et vous êtes à l'origine du Festival des Numeric Games qui met la création digitale à l'honneur. On pourrait dire que vous êtes un promoteur de l'art numérique dans notre canton. Moi, je ne sais pas si je suis un promoteur de l'art numérique. Je crois que je suis intéressé par la créativité humaine, qu'elle s'exprime par le biais d'outils numériques ou pas. Et il s'avère qu'effectivement, dans le Festival Numeric Games, presque par définition, je me cible sur la partie création digitale. Mais cette création digitale, elle est très vaste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas nécessairement liée à ce qu'on appellerait l'art numérique, puisque déjà dans le mot art, il y a quelque chose qui est institutionnalisé, ou en voie d'institutionnalisation. Mais il y a une créativité qui peut se faire dans plein de manières différentes ou avec de plein de façons différentes. Par exemple? Ça peut aller d'un jeu vidéo, où je ne suis pas sûr que la plupart des gens qualifieraient aujourd'hui le jeu vidéo d'art, en passant par un atelier tout simple, en utilisant quelques logiciels, jusqu'à effectivement des performances ou des spectacles de danse qui vont utiliser les outils numériques. Mais c'est pas... la finalité de la créativité numérique, elle n'est pas forcément contemplative ou en lien avec des instants culturels. Elle peut être de l'ordre du divertissement, elle peut être de l'ordre de l'interaction, de créer des questionnements et autres. Mais cette notion même, cette expression d'art numérique, comment est-ce que vous l'entendez? Je l'entends assez comme ça a été dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, je dirais que déjà il existe beaucoup de définitions de l'art. Et une définition de l'art que j'aime bien, c'est de loin pas la seule, c'est cette idée d'utiliser un langage autrement que comme on l'utilise d'habitude. Puisque si je prends l'exemple du langage humain, on a appris à l'école à utiliser le langage, après dans la vie sociale on apprend à l'utiliser et autres. Et puis après il y a des gens qui ont une sorte de capacité, on ne sait pas très bien pourquoi et comment, mais qui arrivent à pouvoir faire que vous écrivez un roman, puis qu'il y a des milliers de gens qui vous lisent et qui éprouvent des émotions. Alors que moi, si je raconte une histoire à vous, je ne suis pas sûr que tout le monde va éprouver une émotion. Et cette capacité à tourner le langage de telle manière que n'importe quel, ou presque n'importe qui, va pouvoir éprouver une émotion, c'est quelque chose qui serait de l'ordre de l'art. Et donc finalement, pour moi, l'art numérique, c'est à peu près la même chose que ça, si ce n'est que le langage de départ, ce n'est pas le langage humain, ou en tout cas le langage naturel, mais c'est ce langage numérique dans plein de ces expressions en plus différentes. Et quelle est l'histoire de cette notion, de ce genre finalement en soi que l'art numérique? Qui pourrait nous dire comment cet art numérique a surgi, à partir de quand on s'est mis à en parler réellement? Julia Bini? Oui, alors, je pense que l'histoire de l'art numérique, c'est en tout cas une histoire complexe, dans le sens que vraiment au niveau d'histoire de l'art, clairement, il y a l'histoire de la technologie et de l'art, et donc de l'utilisation des outils numériques et digitales, des technologies par les artistes. Donc, on peut même dire que vraiment les débuts de l'art numérique, c'est déjà dans les pratiques de l'art conceptuel, dans les dada, même dans le mouvement Fluxus. Donc, ça veut dire toujours qu'une idée d'instruction et d'information fait partie de l'œuvre des artistes. Après, en effet, dans les années 60 et 70, les artistes ont vraiment commencé à utiliser, on peut dire, l'ordinateur aussi pour la création. Et dans les années 80 et 90 et 90, l'art numérique aussi commençait à rentrer vraiment comme champ spécifique de la pratique artistique. Et ça aussi, au niveau institutionnel, dans les années 90, aussi en Europe, par exemple, on a eu les premiers centres consacrés à l'art numérique. Et en effet, un aspect intéressant en général aussi pour la pratique contemporaine, et ça qui aussi m'a mené personnellement proche de l'art numérique, c'est le fait que
l'art numérique a incarné une idée d'expérimentation qui n'était pas nécessairement inclus dans les canons de l'art, on peut dire comme ça, dans l'histoire de l'art classique. D'accord. Et est-ce que ça marche? J'ai envie de vous demander très simplement, est-ce que ça draine du public une exposition qui s'affiche clairement art numérique? Julia Bini. Alors, je pense que là, il faut faire beaucoup de distinctions dans le sens que clairement, il y a une partie, une attraction dans l'idée du numérique, surtout dans les installations qui sont aussi immersives. Donc, il y a l'idée d'une expérience immersive de l'art. Et ça, clairement, peut vraiment avoir... Attractive. C'est attractif pour le public. Mais aussi clairement pour le fait que maintenant le numérique c'est une condition de création contemporaine. Quelquefois c'est pas directement adressé à art numérique par des artistes contemporains qui en tout cas utilisent le numérique. Donc je pense qu'il y a les deux côtés, l'aspect spectaculaire et ça c'est un élément, et l'autre c'est aussi l'aspect des recherches dans les domaines du digital et du numérique. On peut demander à Kirel Benzi aussi, est-ce que vos expositions attirent de par leur affiche Data Expo d'un data artiste? Alors ça, c'est plutôt à vous de me dire si vous êtes allé à côté. Mais en tout cas, juste pour rebondir là-dessus, je ne sais pas si vous avez entendu parler de TeamLab, qui est une équipe, enfin je suppose, Marc, oui, mais de Japonais qui font le tour du monde. Il y a l'Atelier des Lumières à Paris, il y a la Fête des Lumières à Lyon. Tout ça, c'est de l'art numérique qui vraiment attire des millions de personnes. Donc c'est pas du tout quelque chose qui serait dans un petit coin et qui en marge de la société. Il y a aussi le fait que les jeunes maintenant, les plus jeunes, ils sont dans le numérique tout le temps, donc ils consomment beaucoup de contenus audiovisuels qui sont aussi liés à ça. Et par exemple, sur Instagram, il y a aussi beaucoup d'art génératif, où il y a beaucoup de gens qui sont abonnés, il y a des millions de vues, etc. Donc je pense que c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, c'est plus, on est en train de changer de paradigme, et on va avoir de plus en plus de gens qui vont apprécier ou qui vont en tout cas s'intéresser à l'art numérique, peut-être par rapport à l'art qui est plus classique. Alors justement, je me tourne vers vous, cher public. Est-ce que quand vous voyez une exposition qui s'affiche clairement comme présentant de l'art numérique, vous êtes attiré ou bien ça n'est pas du tout, c'est un détail parmi d'autres? Qui aurait envie de témoigner? Oui, l'art numérique, pourquoi pas. En soi, le numérique, à ce moment-là, c'est juste un moyen supplémentaire de produire de l'art. Mais je crois que la fonction du numérique, c'est surtout en tant que moyen de transport, c'est-à-dire c'est la diffusion de l'art vivant auprès de publics beaucoup plus larges. Et là, je pense que c'est un vrai sujet qu'il faudrait peut-être explorer un peu plus. On a des grandes institutions, notamment dans le domaine de l'art lyrique et de l'art chorégraphique, qui font très très peu pour diffuser des œuvres qui appartiennent quand même au patrimoine mondial de l'humanité et qui font très peu pour les démocratiser. Alors Sauf que le numérique, à la RTS quand même, il faut préciser qu'à alors la RTS peut-être pas, mais je parle des institutions d'origine, par exemple les compagnies de ballet, les orchestres qui sont très jaloux de leurs droits, etc., et qui font très peu pour diffuser grâce au numérique. Donc le numérique, c'est surtout dans la diffusion des œuvres. Peut-être qu'il y a quelque chose à regarder. Alors c'est dans la diffusion, mais pas seulement, parce que vous vouliez réagir, Florian Colombo? Oui, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'efforts, et il y a des efforts qui se font. Il y a notamment le Berliner qui fait beaucoup d'efforts dans cette direction-là. Le Medici TV, enfin, on a vraiment accès à des superbes œuvres maintenant sans avoir besoin de se déplacer dans les grandes salles de concert. Après, il faut investir, il faut payer un abonnement, mais une fois qu'on a payé cet abonnement, on a vraiment accès à des choses magnifiques grâce au numérique pour avoir accès à l'art, notamment des concerts ou des spectacles de danse. Maintenant, on peut aller voir les ballets du Bolchoï au cinéma ici à Lausanne. C'est quand même une belle avancée du numérique pour l'art, la diffusion de l'art. Marc Atala, ça n'est pas qu'un outil de transport pour vous, le numérique, si? Non, d'ailleurs, je suis, pour être un petit peu en désaccord avec ce qui a été dit, moi, je suis assez pour la proximité, bizarrement. C'est-à-dire, je ne suis pas comme la consommation effrénée de tout ce qui est possible grâce à des sociétés de transport possibles. Je préfère rater le Bolchoï que de le voir au cinéma, par exemple. Parce que j'ai l'impression que déjà, ce n'est pas tout à fait la même chose de voir des danseurs devant soi
avec tout ce que ça crée comme atmosphère, etc., que retransmis. Après, c'est mon impression très personnelle. C'est d'ailleurs, quand j'avais fondé le Festival Numérique Games, c'était marrant parce que je voulais amener ces choses-là devant les gens. Parce que je sais que je voyais que les vues sur YouTube ou sur Instagram étaient assez importantes. Et je me disais, bah voilà, c'est impressionnant parce que je sais que cette compagnie-là n'est jamais venue en Europe. Donc je me dis, bah, c'est chouette, les gens voient, ils likent, ils vont trouver ça chouette. Mais ils vont pas forcément aller au Japon pour les voir. Voilà, j'avais invité une compagnie japonaise cette année. Puis deux, ils vont pas nécessairement aller les voir s'ils sont à côté de chez eux. Et je me dis, tiens, bah alors, faisons un test, on va les amener à côté de chez eux pour voir ce qui se passe. Et c'était assez intéressant parce qu'il y a une chose qui m'a frappé dans ce qui a été dit, c'est la compréhension. Parce que je crois que c'est souvent spectaculaire. Vous évoquez TeamLab, qui avait quand même commencé à travailler dans les supermarchés japonais pour animer un peu les supermarchés. C'est assez impressionnant, je ne sais pas si vous connaissez TeamLab, c'est vraiment une sorte de mapping comme ça interactif assez incroyable, mais on ne sait pas quoi faire avec ça. Et pour moi, ça fait la société du spectacle un peu là de bord, comme ça. On vend des billets, c'est ce que je reproche à l'Atelier des Lumières parfois. On va voir l'expo Klimt. Moi, après un quart d'heure, je m'ennuyais, hein, vraiment comme un rat mort. Je préfère voir l'œuvre de Klimt que de voir des projections partout gigantesques. Et je pense que peut-être que le défi de l'art numérique, c'est pas de le diffuser un maximum, c'est d'amener les gens à être capables d'interagir avec lui, c'est-à-dire de comprendre ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il me provoque des émotions qui sont des émotions esthétiques ou est-ce qu'il me provoque une impression, quelque chose d'impressionnant, me dire ah c'est incroyable ce truc-là, puis 10 minutes après j'ai zappé, puis j'ai passé à autre chose. Et peut-être que c'est plutôt la dimension réflexive de l'art numérique qui est un enjeu, plus que sa capacité d'être vu par beaucoup de monde. Est-ce que je suis capable d'interagir avec ces choses-là? Qu'est-ce que ça me dit de moi en tant qu'humain? Si une œuvre n'est pas capable de m'interroger, si une œuvre n'est pas capable de m'interroger ou d'interroger mon humanité, pour moi, ce n'est pas très intéressant. Et je pense que c'est une des choses que l'histoire de l'art nous a quand même apprises, c'est cette capacité de représenter ce que c'est que d'être humain, et qu'évidemment, dans l'histoire de l'art, cette représentation évolue. Et dans le spectaculaire, des fois, on perd un peu cette espèce d'humanité. Alors, on est dans un centre commercial, en fait. Voilà. Et j'ai rien contre les centres commerciaux, mais je pense que l'art numérique doit être en mesure d'interroger. Et s'il arrive à faire ça, si on arrive à éduquer les jeunes à faire ça, alors je pense que c'est gagné. Si on n'y arrive pas, ça restera oublié. D'ailleurs, si je vous demande de me citer 10 artistes numériques des 10 dernières années, je pense que ça va être très compliqué pour vous de m'en citer 10. On les oublie. Et peut-être que l'enjeu, c'est pas de les consommer, ces artistes-là. Alors qu'on n'a pas oublié Léonard de Vinci comme il est au Louvre actuellement. C'est très intéressant, c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est exactement la démarche que je mets derrière le data art spécifiquement. Le data art, c'est pas juste de l'art numérique. C'est l'idée de pouvoir transmettre soit des connaissances scientifiques ou en tout cas de poser des questions, s'interroger parce que la nature même de l'œuvre, elle dépend de données. Et des données qui peuvent être, pour résumer, ça peut être j'ai pris un tableau Excel et je l'ai transformé en quelque chose. Donc, et après, comme c'est basé sur des données, il y a une histoire derrière ces données. Et donc moi, ce qui m'intéresse dans le data art spécifiquement, c'est que les gens peut-être puissent être attirés par l'esthétique, parce que quand même, s'il y a un musée où il y a 50 tableaux qui viennent quand même bien de voir le mien, mais qu'en lisant la description ou en s'intéressant à l'œuvre, on se rend compte qu'on peut réfléchir un peu plus parce que cette œuvre-là, ça va être une représentation du niveau de la mer qui augmente par la fonte des glaces, par exemple. Ça va être la mise en relation de tous les artistes qui ont joué au Montreux Jazz, par exemple. Ça va être l'écosystème qu'on trouve dans les Alpes suisses, en collaboration avec des chercheurs de l'UNIL. Et donc à chaque fois, il n'y a pas la création, même si elle peut être abstraite, il y a toujours ce fond derrière qui donne du sens. Et pour moi, en tant que scientifique, c'est essentiel, parce que sinon, je suis tout à fait d'accord, moi, j'ai pas non plus super aimé l'Atelier des Lumières, parce que voilà, c'est impressionnant, parce qu'il y a vraiment une histoire d'échelle, mais en fait, on comprend rien. On oublie, c'est des effets spéciaux. Hein, ce dont vous parlez, parce que tout le monde n'a pas vu. Vous imaginez que vous rentrez dans une pièce gigantesque avec 125 beamers qui projettent partout sur tous les murs, au sol, au plafond, sur les murs, une sorte d'immenses fresques comme ça. Et puis le concept, c'est qu'à chaque fois que vous faites ce genre de choses-là, c'est chaque fois ça. Puis moi, j'avais vu l'expo Klimt où on voyait donc les tableaux de Klimt immenses comme ça, et puis il y a toute une animation qui se met en place, et puis c'est vraiment complètement immersif puisqu'on est finalement entouré, voire même peut-être oppressé parfois par ces œuvres-là,
Et puis c'est trop long, c'est-à-dire ça dure une demi-heure, je crois, je me rappelle plus Ouais, très bien. Alors c'est un ça. quart d'heure en performance, ça va. Une demi-heure, on se dit bon, on revoit en boucle. Et puis on sort, et puis les gens disent ah t'as vu, c'était impressionnant, et personne parle de Klimt. Exactement, Et ce que je exactement. trouve intéressant dans ce que vous disiez, Mm. puis après je me tais, Ah non, surtout pas. je pense que la notion d'histoire, l'histoire qu'on raconte, c'est ça qui permet d'avoir la réflexion. Sans histoire, on est sur une sorte d'impression, Mm. comme ça, un peu comme une impression photographique, mais on n'est plus capable de raconter l'histoire. Et donc de réfléchir. Et je pense que cette notion justement d'histoire, qui est peut-être la seule manière de lutter contre l'oubli, elle est au cœur des pratiques artistiques aujourd'hui. Mhm. Et peut-être aussi que c'est un des enjeux de l'art numérique, parce qu'il peut, a priori, on peut avoir le sentiment qu'il pourrait ne pas raconter d'histoire. Et je pense Et que qui les artistes pourrait, oui. doivent mettre ça en avant. Et qui pourrait aussi s'appuyer sur les gadgets en fait du numérique. On a tous, je crois, vécu ces expositions où on nous met une tablette entre les mains ou bien on nous demande de tourner des manivelles et finalement ça concentre tellement notre attention qu'on en perd peut-être cette expérience simple d'apprécier l'œuvre. On doit se retrouver avec des objets entre les mains. Comment éviter justement ce côté gadget, Giulia Bini peut-être? Oui, je pense en général que c'est important de faire une distinction entre l'art numérique, donc les artistes qui s'engagent avec le numérique, qui peut être un des outils aussi vraiment de la recherche artistique, et le fait que le numérique maintenant est rentré dans le discours muséal. Et en effet, les musées, maintenant, pour la transmission des contenus, pour l'analyse du public, pour des buts différents, ils utilisent les médiums numériques pour des finalités très différentes à la recherche Oui. artistique. On ne parle pas d'art numérique. C'est pour occuper finalement les mains du public et Oui, le divertir, disons. oui. On parle un peu du supermarché de Oui, Marc Attali. alors, oui, je pense que c'est en effet en connexion avec l'accès à la collection, par exemple, du musée. Mais moi aussi, je suis de l'idée qu'il faut garder l'unicité d'une expérience d'une collection dans un musée. Après, l'outil numérique peut ajouter des niveaux. Je pense que c'est vraiment important les contenus qui est transmis à travers les tablettes, si les tablettes, ou bien l'univers ouvert avec l'Oculus Rift, si elle est Oculus Rift, donc la réalité virtuelle, ou bien s'il y a une plateforme, parce qu'on a parlé de la transmission des contenus sur une plateforme web, c'est quoi l'idée pour l'organisation des contenus par rapport aux collections Oui, il muséales faut que ça fasse sur le sens web. au fond. Hein, Absolument, mais ouais. il faut aussi je dois dire que la plateforme numérique, maintenant, c'est aussi une plateforme pour ajouter des aspects à des collections qui ne sont pas nécessairement dans la collection. Donc, ce n'est pas un gadget. Chaque fois que c'est vraiment utilisé avec une finalité très spécifique qui probablement va aussi ajouter des contenus aux contenus qui sont disponibles dans les musées. Et aussi, quand on peut dire ce n'est pas une sorte d'interférence à l'expérience de la visite qui est un effet extrêmement important pour les visiteurs. Je sens que vous vouliez réagir. Non, moi, je voulais juste, je m'interroge sur quelque chose. Moi, je dirige un petit musée qui fait 1000 mètres carrés, donc c'est pas très grand. Mais dans 1000 mètres carrés, il y a environ, là, on vient d'ouvrir une exposition il y a 2 semaines. Je fais un peu de promo sur la question utopie et dystopie. Mais dans cette expo, il y a environ 250 choses à voir. Entre patrimoine en collection et œuvres d'art. Sur ces 250 choses à voir, j'essaie de me dire, voilà, je suis un visiteur qui arrive, j'ai 2 heures devant moi, c'est déjà beaucoup, je vais lire un peu les textes pour essayer de voir de quoi on parle, puis après je vais voir un petit peu les œuvres d'art, puis après je vais repartir, continuer mon existence. J'aimerais savoir, rien qu'avec ça, combien je vais me rappeler de choses. Il y a 250 trucs, c'est pas énorme, vous voyez. Et je me demande si effectivement l'attractivité offerte par le numérique et par les outils numériques aujourd'hui dans les musées, parce que c'est quand même un des grands enjeux, il y a eu un colloque il n'y a pas longtemps qui a été lancé par l'Élysée, c'est pas aussi une manière pour intégrer un marché du divertissement qui est comment je capte, parce que restons quand même un peu malheureusement pragmatiques, comment je capte une famille un week-end qui a environ 253 événements possibles pour ses enfants, ses ados ou eux-mêmes. Et je vais capter d'une manière assez simple, c'est que je vais
proposer une expérience, puisque c'est le mot d'ordre aujourd'hui, c'est interactivité expérience, comme si je ne pouvais pas avoir une expérience devant un tableau. Moi, je vois un tableau, alors j'ai soit zéro expérience, puis le tableau ne me touche pas, soit j'ai une expérience esthétique et je n'ai pas besoin d'un autre truc. Les enfants, c'est différent. Les enfants, c'est très différent parce qu'on peut utiliser le numérique sous forme de jeu pour qu'ils puissent s'amuser avec les collections. Vous avez le patrimoine à 7 ans, ça vous passe un peu par-dessus là. Voilà. Et là, vous dites, tiens, là, il y a quelque chose d'intéressant. Ce qui m'effraie, c'est de transformer les adultes en des enfants, comme si en rajoutant du contenu, sauf s'il est nécessaire à l'œuvre. Et ça, c'est différent. C'est-à-dire si j'ai une planche de BD, par exemple, elle n'a jamais été pensée pour avoir du contenu augmenté. Jamais. Par contre, si j'ai une œuvre qui a été pensée pour avoir du contenu augmenté, bah, c'est différent. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on rajoute du contenu comme si on se disait, et là je parle juste de ma petite maison d'ailleurs à moi, que 250, c'était pas assez. Et moi, je suis convaincu que les gens, il y a un article qui était sorti il y a quelques années aux États-Unis, disait ils en ont assez de réalité. Il y a assez de réalité. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'augmenté puis du machin. Il y a déjà assez avec la réalité. On est saturé d'informations comme jamais. Et les musées, vous allez dans n'importe quel musée, j'ai pas le droit de faire d'anti-promo, donc allez dans n'importe quel musée qui a beaucoup de numérique, vous vous rendez compte, les gens vous dites, vous avez vu quoi en fait? Puis, je ne suis pas sûr qu'ils vous disent grand-chose, sauf les gens qui conçoivent les expos parce que c'est un peu leur métier. Julia Béni. Oui, si je peux réagir, je comprends complètement et je pense aussi qu'il y a en tout cas quelque chose à garder dans les musées aujourd'hui, dans le sens probablement dans les profils de la maison d'ailleurs, il y a l'effet que c'est pas ça la façon dans laquelle vous voulez adresser la question du numérique. C'est pas du tout. Je suis d'accord qu'il faut les faire. C'est les marchés clairement les succès d'un musée. Maintenant, il y a la promotion de l'expérience, mais je pense que aujourd'hui, c'est vraiment aussi important de garder la spécificité des institutions par rapport au numérique. Et je pense aussi qu'il y a un musée de grande échelle qui aujourd'hui, il s'engage avec la question du numérique parce que c'est utile aussi qu'il y a une utilité pour l'analyse du public, par exemple. Mais je pense qu'il faut profiter d'une échelle et aussi de votre idée curatoriale sur la maison d'ailleurs pour garder une expérience spécifique qui n'est pas liée au numérique, mais c'est toujours une expérience. Moi, c'était juste pour répondre par rapport à la question de l'outil. Je pense que ça dépend beaucoup des institutions, mais aussi beaucoup des œuvres, plus que de l'institution elle-même. On parle beaucoup là donc d'expérience, parce qu'en effet, c'est le mot. Aujourd'hui, il faut vivre des expériences, notamment au musée. Alors vous, Florian Colombo, quel type d'expérience est-ce que vous espérez faire vivre aux auditeurs quand vous créez cette musique algorithmique? Est-ce que c'est une expérience, encore une fois, différente de celle de l'œuvre originale d'un Bach ou d'un Mozart? Alors, l'objectif est que non, et qu'on arrive à retranscrire au mieux possible, à faire un algorithme qui comprend au mieux possible la musique de Bach, et pour pouvoir en reproduire quelque chose d'aussi similaire, c'est l'objectif. Mais l'expérience, au final, ça va dépendre de beaucoup de paramètres, de qui écoute. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à faire des musiques qui sont vraiment très similaires, et la plupart des gens n'arrivent pas à faire la différence. Un musicologue expert de Bach va le deviner tout de suite. Mais est-ce que après, ça va lui influencer sur ses émotions dans la manière dont on va interpréter? Parce qu'après, ce qui est intéressant aussi avec mon travail, c'est que c'est juste des partitions concrètes. Après, il y a toute la partie interprétation qui va par-dessus, qui reste très humaine. Et c'est là où on procure de l'émotion. La partition, effectivement, Bach, on a chacun nos compositeurs, des gens qui font des séquences de notes qui nous apportent des émotions. On revient sur cette espèce l'émotion. Qu'est-ce que l'art? Donc, c'est quelqu'un qui arrive à maîtriser ces choses-là pour produire des émotions. C'est comme ça qu'on va se rappeler aussi, je pense, pour les musées. Qu'est-ce qui fait quand on se rappelle d'une œuvre? C'est qu'elle nous a procuré l'émotion. C'est aussi des neurosciences qui nous disent ça, on étudie. Et donc, du coup, quand on joue ces œuvres-là, on essaye de faire des émotions, et on essaye de faire des algorithmes qui créent des séquences de notes qui peut-être font de l'émotion. Mais ça, c'est un produit dérivé, si vous voulez. Vraiment, l'objectif, c'est juste d'essayer de faire des partitions au plus proche de ce qui a été fait. Mais il y a quand même une fonction peut-être plus profonde encore. Moi, pour avoir vécu, écouter vos compositions comparativement à la même œuvre par Bach, j'avoue que je n'ai pas du tout vu la différence. Est-ce que ça n'est pas aussi une manière d'interroger l'art lui-même,
de revenir d'essayer de distinguer comme ça l'art dit réel, parce que humain, et l'art composé par la machine. Certes, sauf que dans cet élément, on parle d'intelligence artificielle et de machines, d'ordinateurs qui apprennent. Donc ils apprennent pas de nulle part. Il y a tout un domaine de la musique très intéressante où ils développent des nouveaux langages. Ils utilisent des outils numériques pour développer des nouvelles séquences de notes. Et ils apprennent de ça. Mais là, dans mon cas, j'ai les données de Bach. Donc j'ai les partitions de Bach à la base, j'ai les partitions de Beethoven. Et on essaie juste de recopier ce qui a été fait. Donc c'est de la création dans un cadre très précis qui est ce qui a déjà été fait par l'humain, par des génies. Et donc je suis ravi que vous n'arrivez pas à faire la différence, mais il y a encore beaucoup de travail. Votre algorithme fonctionne bien, oui. Mais est-ce que être un artiste numérique, je me tourne vers vous, Kirel Benzi, c'est aussi interroger le monde numérique lui-même? Oui, mais pas forcément. Mais alors, je prendrais deux exemples. C'est vrai que c'est plus facile déjà quand on travaille avec des données informatiques du coup, ça interroge parce que ça est fait sur des sites, par exemple, de prendre des données type social comme Facebook, LinkedIn, tous ces réseaux sociaux. Donc évidemment, quand on fait une œuvre à partir de ça, alors mis de côté tout ce qui est de la protection personnelle, le fait d'anonymiser, etc. Ça nous interroge là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire finalement quand on crée un réseau de personnes? On peut imaginer ça, quand on communique là tous les deux, on peut représenter ça avec 2 points et une ligne qui représente cette connexion. Maintenant, on prend ça à l'échelle de Facebook où il y a 2,4 milliards d'utilisateurs. Qu'est-ce que ça donnerait et qu'est-ce que ça nous révèle finalement sur notre humanité et le fait de comment on consomme de l'information. Donc il y a une grande partie qui est quand même sur une interrogation de ce que c'est la donnée, le numérique, etc. Je réagirais aussi sur la partie intelligence artificielle qui est vraiment galvaudée. Il n'y a rien d'intelligent. Alors c'est artificiel, on est d'accord. C'est un automate qu'on programme. Donc il n'y a pas. Moi, je serais un peu plus tranchant en disant il n'y a pas de machine qui crée rien du tout. En fait, il y a quand même Moi, j'ai fait aussi certaines œuvres qui sont faites à partir d'intelligence artificielle, entre guillemets. Mais en fait, il y a quand même c'est moi qui choisis ce que je mets dedans. Oui. L'initiation est toujours humaine, oui. Et même la curation après, parce que je ne vais pas prendre justement une seule... comme je peux générer autant de variations que je veux à la fin de mon algorithme, je vais pouvoir choisir celles qui me plaisent. Donc là, il y a encore la patte artistique et la notion d'émotion, etc., qui arrive encore en jeu. Donc c'est comme si c'était juste un outil pour aller plus vite, pour générer quelque chose, pour aussi des fois être surpris, donc aussi stimuler la créativité de l'artiste. Mais ça reste, il n'y a pas de machine qui crée quelque chose. Ça reste il y a un message derrière qui est choisi par l'humain et la curation aussi est faite par l'humain. Je pense que c'est pareil pour les partitions. On peut en générer des millions. Il y a un moment où il faut une qui nous plaît à nous, qu'on puisse l'interpréter et qu'elle donne de l'émotion. Donc il y a quand même une partie de curation humaine. Je sais pas si... Oui, vous êtes en train de nous dire que les machines ne vont pas remplacer les artistes. On en est encore bien loin, c'est ça? Mais je pense que la question, elle n'a pas de... Une machine, elle fait ce qu'on lui dit de faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une machine qui remplacerait un artiste? Ça veut dire qu'elle créerait une exposition, qu'elle irait contacter les musées elle-même pour après se... Non, on pourrait devenir les robots de nos machines. On pourrait tout à fait devenir les automates de nos machines. Mais oui, l'initiation, vous êtes d'accord avec ça, Florian Colombo? Les ordinateurs, on les programme. Et donc, effectivement, ils vont faire ce qu'on leur dit de faire. Et aussi, dans mon cas, les partitions générées n'existeraient pas sans les partitions originales. Mais par contre, je suis un peu plus ambigu sur le côté d'intelligence. Je suis tout à fait d'accord avec le côté intelligence. Par contre, il y a quand même tout un processus. On a des outils on peut leur dire comment. On ne leur dit pas exactement quoi apprendre, mais on leur dit comment apprendre et qu'est-ce qu'on a envie, quel est l'objectif final. Il faut tout le formuler d'une manière informatique. Mais après, on lance le truc et ce qu'on appelle intelligence artificielle, apprentissage par machine, c'est des modèles qui vont s'adapter aux données pour être au plus proche d'un objectif qu'on fixe. Mais du coup, il y a toute une partie où, effectivement, c'est l'humain qui dit, mais la machine va apprendre selon les instructions de l'humain. Mais c'est la machine qui apprend. C'est pas l'humain qui dit les connexions entre les différentes choses, comment les choses sont structurées. Ça, c'est de la théorie. Les humains, on est aussi très bons à faire ça. On peut expliquer des règles, faire des théories. Notamment, pour Bach, pour la musique, il a écrit l'art de la fugue. On peut lire et puis implémenter toutes ces règles et créer du Bach. C'est aussi possible. Mais là, c'est vraiment la machine qui va apprendre. On lui dit
qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre, en gros, elle va apprendre d'elle-même. Mais il n'y a pas des genres musicaux quand même qui seraient menacés plus que d'autres? Je pense à la musique de film notamment. Florian Colombo. Je pense, dans un avenir proche, non. Je pense que c'est vraiment une prochaine étape qui arrive très vite, c'est notamment il y a tous ces problèmes sur les vidéos YouTube. J'imagine qu'il y a maintenant des sites web qui proposent de la musique à la demande, qui va permettre au grand public de pouvoir mettre des musiques hors de droit. C'est pas mon domaine, mais c'est un domaine légal, mais qui va permettre justement de pouvoir faire venir cette musique, faire de la musique à la demande pour le grand public, et qui pourra même éventuellement, mon rêve, c'est que le grand public puisse interagir avec ces algorithmes pour mettre de leur humanité dans cette création numérique. Mais après, l'expression, c'est très humain, l'art, justement, l'expression de soi-même. Un compositeur de musique de film, un bon compositeur, il va continuer à utiliser les images. C'est une manière de s'exprimer soi-même en tant qu'humain. Et ça, la machine est peut-être un outil pour arriver à ça, mais l'expression finale reste à l'humain. La créativité reste à l'humain, je pense. Kirel Benzi, vos œuvres, elles sont composées de données que vous articulez comme ça, suivant un processus informatique. Quelle est, selon vous, la beauté, l'esthétique propre à ces données? Alors je pense que ce qui est intéressant avec les données, c'est que donc il y a la partie esthétique graphique, ok, on a fait un tableau, mais après quand on réfléchit donc d'où viennent les données et comment elles s'articulent, ça nous pose une question qui dépasse complètement la partie esthétique. Donc c'est juste un moyen, on va dire, de rentrer dans ces données. Et après, moi, ce que je trouve intéressant avec les données, c'est que ça capture. Quelqu'un disait, c'est rendre visible l'invisible. Parce qu'en fait, les données, on les crée, elles sont tout autour de nous. Chaque année, on crée plus que l'ensemble de toutes les années avant. En termes de données, c'est exponentiel, ce qu'on arrive à créer. Donc, des données, ça peut être capturer la météo, donc juste stocker sur un ordinateur l'évolution de la température. C'est tous les échanges qu'on fait, c'est quand on se connecte sur Internet, tous les téléphones, tous les textos, tout ce qu'on a en fait autour de tout ce qu'on crée. Et il y a une complexité dans les données qui nous transcende. Clairement, aucun humain au monde ne peut se représenter 50 000 points avec 26 attributs et de regarder comment ils interagissent entre eux. Et ce que je trouve intéressant avec ce data art, c'est qu'on arrive à capturer une partie de cette complexité et la remontrer aux gens. Et donc du coup, ça, en soi, je trouve que c'est déjà beau, en fait. Et Marc Atala, alors pour vous, puisqu'on parle de la beauté propre aux data, quelle est la beauté, l'esthétique propre aux jeux vidéo? Qu'est-ce qui permettrait donc, selon vous, de le qualifier d'art numérique? Vaste question. Surtout qu'il y a des millions et des millions de jeux vidéo. Mais c'est à peu près la même chose que ce que je disais au début, c'est-à-dire que le jeu vidéo, c'est pas très différent d'une fiction, puisque c'est une fiction. D'ailleurs, pas mal de gens parlent de fiction interactive quand ils parlent de jeux vidéo. Ça fait plus noble que jeu vidéo. Je dirais, le jeu vidéo est une fiction comme une autre, mais comme toutes les générations, il y a des conflits quand même assez importants en termes de pouvoir, c'est-à-dire que on a, dans les années 50, accusé les bandes dessinées, par exemple, d'être responsables de la criminalité ou de l'homosexualité chez les jeunes aux États-Unis, ce qu'on appelle le Comics Code. On a accusé le cinéma, Flaubert accusait les romans sentimentaux de transformer cette pauvre Madame Bovary en femme éperdue, Cervantes avec les romans d'amour. Donc finalement, le doute par rapport à la fiction a toujours été là. Donc le jeu vidéo est à mon avis, une fiction de notre temps. C'est le bouc émissaire aujourd'hui, c'est ce que vous nous dites. Hein. Il est un peu non, c'est qu'on ne sait pas comment de tous le faire. Les mots. On sait pas non, pas tout à fait, parce que si vous jouez à Mario Bros, il n'y a plus personne qui va avoir ça peur. rend très violent, Mario Bros. Ouais, il paraît. Ouais. Mais ce qui est assez troublant, c'est qu'après 40 ans d'existence et de marché important sur le jeu vidéo, on continue à avoir encore aujourd'hui dans les médias des discussions comme quoi ça rend violent, que c'est responsable, que le jeu vidéo serait responsable d'une tuerie, par exemple. C'est pratique, c'est difficile à démontrer. C'était comme le rock, quand j'étais enfant, c'était ça aussi. Il y avait les films d'horreur, comme ça, on avait retrouvé des cassettes Chucky chez des enfants qui avaient mis un nouveau-né sur des rails de chemin de fer. Et pour moi, c'est la fiction. Et la fiction a une sorte de puissance incroyable, peut-être beaucoup plus que n'importe quelle autre forme d'art, c'est qu'elle permet à la fois la propagande et elle permet à la fois la révolte.
elle peut soigner puis elle peut enterrer, en gros. C'est ce que les Grecs appelaient quand ils parlaient de pharmacon. Pharmacone, à la C'est- fois poison et médicament. Et je crois que la fiction a cette compétence-là. Donc le jeu vidéo, là aussi, en tant que fiction comme une autre, il peut interroger sur le pouvoir, hein, par exemple, qu'on veut avoir avec nos outils numériques. Je pense à ce jeu assez célèbre qui s'appelle Stanley Parable. Il peut nous rappeler à quel point on a été immobilisé par le monde numérique. Par exemple, quand on joue à Journey et puis qu'on prend du plaisir à juste se balader, ce que plus personne d'entre nous ne faisons à part de notre divertissement du dimanche après-midi. Il peut nous mettre en avant notre capacité à recréer de la socialité, alors qu'on a des sociétés atomisées qui nous empêchent d'être en lien avec autrui. Il a cette capacité-là, à condition qu'il soit lu ou joué ou perçu de manière réflexive, tout comme un roman. S'il n'est pas lu de manière réflexive, va être qu'une seule histoire, qu'un pur divertissement. Et je crois beaucoup à la fiction. En fait, bizarrement, non pas parce que je suis un littéraire, mais parce que je crois qu'aujourd'hui, de mon point de vue, et c'est très subjectif, et je serais tout à fait d'accord que la plupart des gens ne soient pas d'accord avec moi, ce qu'il nous faut, c'est de la révolte. Mais de la révolte douce. Je reprends un mot de Damasio, qui est un auteur de science-fiction, qui disait « il faut se volter parce que le son R est trop dur ». Donc il ne faut pas se révolter avec dureté, il faut se volter. Hein, il faut retrouver le mouvement. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. En quoi le numérique sert-il cette volte? Il ne sert pas plus que n'importe quoi d'autre. Il peut très bien nous immobiliser. On s'est tous immobilisés d'ailleurs. Et ce qui est incroyable, si vous prenez par exemple un exemple, c'est que si on est après dans la cour, bon il fait froid, mais si c'était l'été, on était dans la cour et qu'on était tous sur nos téléphones portables, on aurait cette posture très digne, hein, à la gloire de la dignité humaine, c'est-à-dire à moitié à cheval, notre téléphone portable renfermé comme ça, immobilisé sur nos données. Donc le numérique, mais comme beaucoup d'autres choses, nous a immobilisés. Et pour moi, l'art numérique, le jeu vidéo, la fiction, une série TV, un roman, s'il n'a pas cette capacité à nous remettre en mouvement. Mais c'est difficile face à un écran quand on fait un jeu vidéo de se mettre en mouvement, hein, à moins de danser. Non, si vous travaillez, je vous conseille vivement de voir une très belle pièce artistique d'un artiste anglais qui s'appelle Robbie Cooper, qui avait fait il y a quelques années un film qui s'appelle Immersion, où il montre à quel point en fait on est en mouvement quand on joue. C'est une vue de l'esprit de penser qu'on est statique. En fait, le corps bouge et vit énormément. Comme quand on lit un roman. Vous savez, si vous voyez quelqu'un de loin lire un roman, il fait des grimaces comme ça, c'est un peu étrange des fois. Alors on se tient bien quand on est adulte parce qu'on arrête. Mais regardez un enfant lire un roman, il rit. Hein, il bouge, il se met à genoux, il se met couché, hein, il vit l'immersion. L'immersion est un état de vécu et pas un état passif. Donc dans un jeu vidéo, c'est la même chose, mais c'est comme si on voulait absolument que ces choses-là nous immobilisent. Je pense qu'elles ne nous immobilisent pas du tout. Et être en mouvement, c'est pas forcément être en mouvement d'ailleurs corporel, c'est être en mouvement par rapport à quelque chose qui nous immobilise. Et je crois que c'est peut-être un des enjeux que j'aime bien dans la fiction contemporaine, comment recréer en mouvement. Ce que vous disiez tout à l'heure, je trouve intéressant, c'est si je suis frappé par quelque chose, d'une complexité que je découvre matérialisée devant moi, ça me met en mouvement. Ça peut aussi me laisser profondément indifférent, donc immobile. Mais ça peut avoir cet impact de me mettre en mouvement. Et moi, je pense que l'esthétique, donc le plaisir des sens, c'est quelque chose qui met en mouvement. Et s'il n'y a pas ça, alors c'est foutu, quoi. Pour regarder vos œuvres, Kirel Benzi, je pense à celle qui se trouve juste à côté de nous. Il faut effectivement se dresser et puis tourner la tête, bouger. Donc vous allez dans ce sens du mouvement et de l'immersion. Il y a aussi, on peut même aussi profiter de l'œuvre en s'allongeant sur le pouf, mais il faut bouger avec les mains, tenir le contrôleur qui est une sphère qui reflète aussi le dôme, parce que c'est dans un dôme, et que du coup bouger physiquement la sphère pour pouvoir explorer le contenu de l'œuvre qui sont les artistes du jazz. Donc il y a aussi un mouvement. Il y a beaucoup de choses, même je trouve, même dans une œuvre qui est statique, on parle beaucoup là d'art numérique comme si ça devait être projeté ou sur un écran. Moi, la plupart de mes œuvres, elles sont statiques, c'est-à-dire que c'est des prints, quelque chose qui est imprimé, qui est mis à la même enseigne qu'une peinture, donc imprimé ça peut être du métal, ça peut être encadré, etc. Ça reste une œuvre numérique, mais elle peut être consommée ou disons appréciée de la même manière qu'une peinture. Et du coup, on se pose la question, elle est où la frontière, puisque finalement, on sort de l'écran. Et pourtant, on a toujours ces questions de c'est fait avec des vraies données, c'est fait avec un outil numérique, et on peut l'avoir vraiment dans une expérience muséale classique. Donc on n'est pas obligé d'avoir une expérience numérique pour apprécier l'art numérique. Vous parlez quand même, pour revenir à cette question d'immersion, malgré tout, j'ai le sentiment quand on regarde un tableau de Velázquez ou quand on écoute une composition de Mozart, il y a une distance qui s'impose. C'est le philosophe germano-coréen Byung-Chul Han qui parle de la dimension
sacré de l'art qui serait perdu par toute une tendance dans l'art contemporain, l'art du lisse, c'est le lisse, pas le héros, hein, le lisse, et donc qui nous, comme ces œuvres de Jeff Koons qu'on a envie de toucher, et donc tout l'art en général qui est immersif et qui veut nous faire approcher l'œuvre, participer à l'œuvre, fait perdre cette dimension sacré. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que l'art numérique ne rompt pas avec cela en voulant absolument qu'on participe à l'œuvre elle-même? Kirel Benzi. Alors, tout n'est pas, comme je disais, effectivement, là, quand c'est une œuvre interactive, où là, effectivement, les gens doivent interagir, pour moi, l'art, c'est se poser aussi des questions et transmettre des émotions. Je ne vois pas pourquoi, en quoi le fait d'interagir, si ça m'a touché, ferait que ça serait plus sacré et que ça serait plus de l'art. Donc ça, c'est mon avis tranché. Et si c'est quelque chose qui est imprimé, donc c'est que là, il y a exactement la même distance. On peut mettre un petit cordeau de sécurité avec un vigile pour que ça redonne, si c'est ça qui donne le côté finalement sacré, transcendant, etc. Je pense que ça vient vraiment du message. Qu'est-ce qu'on veut dire derrière et sur quoi ça nous interroge. Et peu importe la façon dont le fait que le visiteur puisse participer à l'œuvre, ça ne l'empêche pas de se poser des questions et de dire mais en fait à quoi je participe, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça me fait découvrir. Et c'est intéressant même de co-créer une œuvre avec des participants de manière à ce que par exemple à la fin de l'exposition ils repartent avec. Et le fait de repartir avec par exemple une œuvre qui serait imprimée ou qu'on pourrait retrouver en ligne après ou de leur propre expérience, ça fait qu'on continue finalement le message de l'artiste. Il fait qu'il se démarque parce que s'il y a 250 œuvres dans votre exposition, celle avec laquelle je suis reparti et avec laquelle j'ai interagi, je garantis qu'elle aura plus d'impact. Et donc, en termes de message et d'émotion, elle le restera plus longtemps. Donc, est-ce que... Voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question du sacré, mais en tout cas, ça peut marquer les gens. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à accepter que le public participe à l'une de vos œuvres, ajoute des données alors oui, si l'œuvre elle est faite pour ça, par exemple, elle peut vraiment être. Je travaille sur un projet en ce moment où, en fait, en fonction de ce que les gens répondent dans une espèce de questionnaire, en fait, l'œuvre elle se co-crée en fonction du temps. Donc plus les gens répondent, plus on voit que à l'écran il y a de plus en plus de choses qui se créent. Et évidemment, il y a du sens où les gens sont connectés s'ils partagent par exemple les mêmes intérêts. Ils répondent pareil à la même question. Ils ont les mêmes goûts. Hop, ils se lient entre eux. Donc ils se lient entre eux. Et du coup, ça pose la question de finalement, on peut recréer du lien physique entre les gens avec une œuvre en passant par du numérique. C'est ce que tu disais un peu Marc tout à l'heure, de refaire bouger les gens et de recréer du lien comme on a dans les jeux vidéo. C'est souvent un peu décrié, mais il y a beaucoup de jeux où il y a des millions de joueurs qui jouent en ligne en même temps et ils forment des communautés très fortes. Ils ne se sont jamais vus. Donc ils se parlent tous les jours de manière virtuelle, ils communiquent via leurs avatars et d'un côté, ils sont plus proches que peut-être mon voisin qui est juste à côté de chez moi. Est-ce que ça n'a pas de la valeur, même si c'est numérique en fait? Je me demandais si dans la salle il y avait des gamers, joueurs de jeux vidéo. Aucun? Ah, ben voilà, on en a deux là. Bon, ça tombe bien, alors je vais leur demander. Maintenant, je ne vais pas vous demander. Je vais demander si tout de même, Florian Colombo, vous avez le sentiment que le jeu vidéo est un art? Oui, mais... Certains plus que d'autres, vous me direz peut-être. Voilà, c'est un peu vague. Mais oui, il y a clairement beaucoup de créativité dans le jeu vidéo et donc de l'art. Ce que nous disait aussi Kirel à l'instant nous conduit à cette question de la frontière finalement entre l'artiste, dit artiste, et puis le public, parce que finalement on a tous accès à ces données-là, on a tous les mêmes outils, les mêmes logiciels à portée de main. Donc est-ce que ça veut dire qu'à l'ère du numérique, nous sommes tous potentiellement artistes? Qu'est-ce qui va faire la différence? Julia Bini, peut-être? Alors oui, je pense qu'il faut considérer le numérique dans le sens qu'a ouvert une disponibilité des plateformes qu'il est possible utiliser, mais être artiste, c'est clairement quelque chose de différent dans le sens c'est vraiment arriver à s'engager avec pas nécessairement même la plateforme, mais avec le fonctionnement. Donc pour retourner dans des points qui ont été touchés pendant la discussion. Donc, d'un côté, on parle d'émotion, et clairement, l'émotion, c'est une partie de l'expérience artistique, mais c'est aussi une expérience conceptuelle, un processus pour connaître des états différents, un processus de connaissance. Et je pense que l'outil numérique aujourd'hui, vraiment le futur, on peut dire, même dans le champ de l'intelligence artificielle, c'est vraiment d'investiguer et de comprendre
les fonctionnements, donc vraiment du langage. Parce que là, en effet, il y a l'espace pour la machine de produire quelque chose et donc pour l'artiste pour créer des interactions qui sont en effet intéressantes au niveau même esthétique. Et donc je pense qu'il faut vraiment garder une sorte d'attitude conceptuelle sur les médiums numériques. Et donc il y a aujourd'hui beaucoup de plateformes qui sont à disposition, mais il faut maîtriser l'outil pour aller au-delà des possibilités très simples que l'outil donne pour une belle esthétique. Oui, parce que Kirel Benzi, vous citiez tout à l'heure Instagram notamment. Quand Instagram est apparu, on a eu tous le sentiment, ça y est, d'être des grands photographes, d'être tous des artistes. On pouvait faire des superbes montages. Est-ce qu'on en est pour autant tous devenus artistes à l'ère numérique? Mais alors c'est marrant, c'est comme si je vous disais, moi j'habite en France, si je commande sur Amazon, demain je me fais livrer un set de peinture, d'étoiles, tout ce que vous voulez. Je peux Picasso chez moi. Est-ce que c'est Ce sera plus difficile de faire un Picasso, je pense, que de faire une photo qui sera alors, likée par alors nombre attention, de gens. est-ce que le fait que ça soit liké, ça fait que ça fait de l'art forcément? Ouais. Est-ce que déjà c'est une bonne monnaie de dire on compte les likes et le nombre de vues? Est-ce que c'est ça qui fait que mon art a plus de valeur? Parce que dans ces cas-là, si je choque les gens ou si je fais des articles qui sont à but, disons, de générer des vues pour faire de l'argent, dans ces cas-là, je suis plus un artiste qu'un autre. C'est une question intéressante, mais c'est des outils. Tout le monde ne les maîtrise pas pareil. Et voilà, j'achète mes trucs de peinture, je prends une super photo sur Instagram avec un super appareil photo. Est-ce que c'est pour ça que je vais être un grand peintre? Donc, c'est pas parce que en fait, c'est plus facile effectivement de faire de l'art numérique avec des outils qu'on n'aurait pas pu, par exemple, il y a 300 ans avec de la peinture, que tout le monde est devenu artiste. Après, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais je pense que il y a un concept de message. Si je fais une photo parce que j'ai un super cadrage, etc., est-ce que la photo, elle peut être très belle? Est-ce qu'il y a une démarche après derrière de dire qu'est-ce que j'ai voulu dire, etc., etc. C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que finalement, c'est juste un moyen d'art numérique? Oui. Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que la disponibilité de tous ces outils numériques permettrait de développer notre créativité à tous, sans aller jusqu'à devenir artiste? Qu'en pensez-vous, Florian Colombo? Moi, c'est un rêve, cet aboutissement de pouvoir apporter la composition musicale, le langage. C'est un langage qui normalement, depuis des siècles, a pris toute une vie à plusieurs personnes d'apprendre. Si le numérique, l'informatique peut apporter je trouve génial, ce domaine génial qui est de créer de la musique, créer des séquences de notes à un grand public de par l'avancement de la technologie, je trouve ça formidable. Donc apporter une nouvelle forme d'expression, aider sans être formé de base, avoir des outils qui permettent de se développer dans cette forme d'expression, que ce soit la musique ou n'importe quelle autre forme d'art. Qu'en dites-vous, Marc Atala? Est-ce qu'on est plus créatif grâce à tout cela? J'aurais de la peine à répondre à cette question. Dans le sens où on sait tous lire et écrire, mais on n'est pas tous écrivains. Donc j'ai l'impression que la volonté de distinguer, peut-être pour des raisons assez évidentes aujourd'hui, de questions de marché, d'existence médiatique, de vouloir absolument faire en sorte que l'art numérique serait différent d'autres formes de l'art, c'est oublier peut-être aussi toutes les leçons. Je ne crois pas que parce que je suis capable, déjà, c'est pas parce qu'il y a un outil qui est disponible, c'est Unity, c'est disponible. C'est pas parce que vous avez un outil comme Unity qui est disponible que tout le monde va pouvoir créer du jeu vidéo. C'est quand même assez compliqué. C'est plus qu'un outil, c'est une culture tout de même dans laquelle on est immergé, qui est une culture, on le sait plus facilement, du zapping, où on est finalement dans plus d'univers, vous le disiez, dans plus de réalité. Donc une vision comme ça est beaucoup plus finalement globale, synthétique qu'analytique. Est-ce que cette culture-là ne serait pas davantage propice à la créativité? Je ne vois pas pour quelle raison. Je crois que la créativité, ce qui était dit avant que je trouve assez juste, c'est qu'est-ce que j'ai à dire. Première chose. Je ne suis pas sûr que tout le monde a quelque chose à dire. C'est d'ailleurs la morale de ce très beau film que vous connaissez, qui est Stalker, qui est adapté d'un roman qui s'appelle Pique-nique au bord du chemin. Ce que j'ai à dire, c'est moi, ou ce que j'ai à dire, c'est une sorte de compilation de ce que j'ai entendu, collecté dans ma vie, puis que j'ai l'impression que c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a de profondément original dans ce que je dis, qui ne peut être dit que par moi?
Et j'ai l'impression que quand on parle du message, c'est ça. La créativité, si ce que je dis, vous le dites chez vous hier soir, alors bon, déjà, il y a un problème, c'est qu'il y a un endroit où je me dis, ben voilà, qu'est-ce que j'ai créé? Rien. Donc j'ai envie de dire qu'au-delà de la question de l'outil, au-delà de la question de la disponibilité de l'outil, je crois que la question artistique, elle provient d'une forme d'introspection très profonde, qui est de dire qu'est-ce que je suis capable de dire qui n'a pas été dit. Le génie de Bach, par exemple, c'est d'avoir écrit cette musique alors que personne n'avait écrit ça. Après, on peut le refaire pour après, etc. On peut reprendre les liens qui ont été faits avant, etc. Enfin, mais il y a quand même un moment quelque chose qui existe, et puis bon, qui existe là en l'occurrence depuis longtemps. Il y a quelque chose qui a été dit, et ce quelque chose qui a été dit a été entendu, analysé, voilà. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'outil. Vous pouvez baigner dans le numérique toute la journée, ou dans les livres toute la journée, et être incapable d'écrire plus qu'une page. Après, vous arrêtez en disant c'est vraiment n'importe quoi ce que j'écris. Donc je crois que la créativité est un processus qui est profondément anthropologique, et peut-être même profondément intime. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on peut tous être artistes, dans le sens où on peut tous dire quelque chose d'intime. Est-ce qu'on a envie de le partager avec tout le monde? Est-ce qu'on a envie de commander une toile sur Amazon et de passer des milliers d'heures à essayer de peindre quelque chose? Bah, évidemment pas. Donc je crois que c'est pas, je vois pas en quoi le statut est privilégié. Si on arrivait à faire en sorte que les gens pouvaient être créateurs de leur existence, ça fait des siècles qu'on se pose cette question. Comment être créateur de sa vie? Comment faire de sa vie quelque chose d'unique? Et on n'a toujours pas trouvé la solution. Et je ne suis même pas sûr qu'une société est capable d'absorber des gens qui créeraient leur vie en permanence. Vous imaginez une société stable, ça voudrait dire quoi? Enfin, c'est pas possible. Donc je ne crois pas, non. Et peut-être que c'est ça qui est intéressant. Par contre, que tout le monde ait quelque chose à dire et qui trouve peut-être la manière la plus simple de le faire, c'est par la parole, je trouve déjà ça plutôt assez beau. Je vais nous ramener sur Terre, Marc Atala, vous me permettez? Je vais voilà. Avec cette question très pratique que je me pose, notamment au sujet de vos œuvres, Kirel Benzi, et avec nombre d'œuvres numériques, celle de leur conservation et de leur reproduction aussi, et de leur réexposition. Est-ce que l'éphémère, pour le coup, fait partie de l'art numérique tel que vous l'envisagez? Alors, personnellement, moi, j'essaie de... Non, on va dire, parce que comme c'est basé sur des données généralement qui sont... qui viennent sur des données scientifiques, donc qui existent déjà, qui ont été publiées, il y a quelque chose qui doit normalement rester dans le temps. Donc, moi, je ne fais pas d'œuvre éphémère, pour l'instant, je peux changer. Par contre, oui, il y a deux choses. Il y a le fait de la conservation. Comment on fait quand c'est un fichier numérique? En fait, comment on fait quand c'est les archives du Montreux Jazz? C'est exactement la même chose. Finalement, on est obligé de numériser et de mettre toujours à jour finalement les moyens de stockage, le fait qu'on puisse le mettre dans le cloud, etc., pour que déjà ne jamais perdre ce qu'on fait. C'est déjà pas mal. Ensuite, pour la diffusion, effectivement, est-ce qu'on va donner une clé USB? Ça, pour un musée. Est-ce que vous vendez des clés USB donc? Moi, je vends des reproductions. Très cher. Très très cher. Mais je vends des prints, des reproductions, qui sont numérotées, signées avec un numéro de série. Donc là, quand c'est des œuvres qui ne sont pas animées, ça s'achète comme un tableau. On achèterait une reproduction de n'importe quel artiste. Par contre, quand c'est des vidéos, il se pose la question, est-ce que c'est une location? C'est-à-dire que en fait, la vidéo, elle est copiée. Il n'y a pas qu'un seul exemplaire de la vidéo, mais c'est juste qu'il y a des droits, il y a un contrat qui dit, on l'utilise de telle date à telle date. Après, on supprime le fichier, et sinon, il y a des poursuites juridiques, comme on prêterait n'importe quoi. Et voilà, ça c'est pour les choses qui sont animées. Après, il y a des œuvres qui sont où il y a le propre support, par exemple, elles sont faites sur une machine et on doit arriver avec la machine physiquement parce qu'il faut une grosse machine, il y a toute une infrastructure qui est mise en place. Donc c'est aussi difficile à transporter et à copier puisqu'il faut arriver vraiment sur place avec ça. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu. Oui, tout à fait. On sait que vous vendez des clés USB et vous arrivez avec des ordinateurs dans les musées. Voilà. Merci. Pour terminer, j'aimerais bien que vous nous disiez quel avenir vous voyez à l'art numérique. Faisons un peu de science-fiction. Tenez, Marc Atala, c'est votre champ. Ce serait quoi l'art numérique? Son avenir, c'est quoi? Aucune idée. Quand on fait de la science-fiction, les gens pensent qu'on pense au futur, mais en fait, on pense beaucoup au présent. Ouais. Je ne pourrais pas répondre à votre question, mais j'ai l'impression que ce soit l'art numérique ou d'autres arts, je crois que ce qu'il faudrait réussir à développer, je trouve qu'on l'a assez peu abordé, mais peut-être que c'est assez logique dans cette discussion, c'est qu'on doit se focaliser sur l'être humain.
Moi, je m'en fiche de la technologie, vraiment. Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est les gens. L'expérience qu'elle m'intéresse quand je vois quelqu'un sourire ou pleurer. Que de savoir que quelqu'un peut sourire ou pleurer, je m'en fiche, mais de voir quelqu'un sourire ou pleurer, je trouve ça beau. Et je pense que l'art est beau quand il touche les gens. Et j'aimerais que s'il y a un avenir à l'art numérique, que les artistes gardent en vue que l'important c'est l'humain. Mais je suis assez confiant sur le fait que c'est ce qu'ils vont faire, d'ailleurs. Alors peut-être que ceux qui en parlent, de ces artistes ou de l'art numérique, se rappellent que l'art finalement est peut-être une des choses les plus dignes de l'être humain, parce qu'elle s'adresse à l'autre être humain. Et c'est une mise en contact incroyable qu'on vit tous, tout le temps, mais qui est peut-être moins fascinant que les processus, les outils, le marché, parce qu'on n'a pas tout parlé de marché aujourd'hui économique. Il ne faut quand même pas rêver, hein, il y a un petit peu 2-3 notions financières là derrière. Voilà, pour moi, le futur de l'art, c'est la même chose que son passé. C'est la capacité à pouvoir interpeller l'humain et à faire que l'humain se regarde dans son humanité. Tout le reste, à mon avis, s'il y a d'autres choses que ça, on a un peu manqué la cible. Merci. Florian Colombo, pour vous, quelle serait la prochaine étape, ou quelle est d'ailleurs la prochaine étape qui se prépare dans le champ qui est le vôtre, celui de la musique computationnelle? Je pense, moi j'ai parlé marché, mais c'est pas personnel, mais effectivement, il y a la prochaine étape, je pense, maintenant il y a des outils qui arrivent, mais ils sont pas du tout régulés. Donc ça va être une étape importante pour ce domaine-là, de faire des bases légales pour tout ça, justement à qui appartient quoi. Il faut que ça se suive politiquement et tout ça. Je pense que c'est une grosse étape importante. Mais après, moi, je suis justement plus intéressé par la technologie, parce que c'est les sciences, j'adore ça. Et je pense que pas pour faire de l'art, mais pour comprendre l'art ou pour analyser, pour avoir des nouveaux outils d'un point de vue pédagogique, le numérique a beaucoup à apporter aux jeunes créateurs humains. C'est-à-dire apprendre, comme moi, j'apprends la structure de la musique à de nouveaux outils informatiques qui n'existaient pas et qui maintenant existent et qui m'apprennent des nouvelles choses sur ces œuvres d'art qui étaient là depuis toujours. Et ça, je pense que, d'un point de vue pédagogique, pour former des artistes, si on forme des artistes, ça c'est un autre débat, ça peut être très intéressant. Merci. Julia Bini, pour vous, la prochaine étape dans l'art numérique? Oui, je pense que c'est vraiment un champ ouvert et de complexité. Donc, il faut garder l'idée d'une complexité vraiment dans les champs de la science, de l'artificial intelligence, de la robotics. Donc, il faut vraiment, je pense que c'est important de regarder l'art numérique comme les champs d'une complexité que les artistes vont probablement investiguer. Et donc, je pense qu'il faut vraiment garder une notion de complexité aussi, d'une partie même d'analyse vraiment sociale de l'implication des technologies au niveau politique, par exemple. Donc, je pense même que la notion de critique, par exemple, à travers le numérique, soit aussi une partie à garder. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui réfléchir sur l'outil numérique sans réfléchir sur les faits, par exemple, que maintenant les protestes à Hong Kong, ils sont complètement changés pour l'utilisation des outils numériques. Donc, il y a vraiment une composante, une partie politique aussi dans l'utilisation de l'infrastructure numérique en général dans notre société. Et donc, les artistes, je pense qu'ils analysent un peu le discours à 360 degrés autour du numérique. Donc, clairement, l'expérience artistique, mais aussi vraiment une sorte d'analyse complexe, ou bien avec beaucoup de complexité sur l'époque contemporaine. Merci. Kirel Benzi, sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment et sur quoi visez-vous de travailler dans les années à venir? Alors, il y a beaucoup de choses sur plein de projets en parallèle. Là, quelque chose qui m'interpelle en ce moment, c'est d'utiliser un électroencéphalogramme, donc avec un casque qui capte l'activité électrique du cerveau pour générer, enfin, en tout cas, pour créer une œuvre. Donc, l'idée, ça serait que là, ce serait une œuvre interactive où les gens participeraient et selon, en fait, si ils ont la même activité électrique, je fais attention de dire que c'est pas la pensée, hein, on est d'accord, ça n'existe pas, on n'arrive pas pour l'instant à lire les pensées, c'est juste l'activité électrique. Et que les gens, par exemple, on leur mettrait une musique qui serait générée par intelligence artificielle de part, et on regarderait finalement la réponse de leur cerveau, et s'ils apprécient tous les deux, il y a les mêmes zones qui vont devoir s'activer, et du coup, on va les connecter entre eux.
Et du coup, on va co-créer finalement, faire du lien entre les gens parce qu'on pourrait dire qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est un peu l'idée que je suis en train d'explorer par rapport à ça. Et moi, plus généralement, il y a beaucoup de peur, je pense, par les médias, par peut-être une manque de compréhension de ce que c'est l'intelligence artificielle, les données, ça fait toujours peur. On parle toujours de Facebook qui va me voler mes données, j'ai perdu mon mot de passe, qu'est-ce que je vais devenir? Et je pense que le data art, c'est un moyen aussi d'expliquer, de vraiment faire passer le message, de que ça ne fait pas peur, les données, il faut juste le comprendre, il faut l'intégrer parce que le monde d'aujourd'hui, il va être de plus en plus informatisé, etc. Donc, il faut arriver à intéresser les gens et montrer que ça ne fait pas peur et de comprendre. Parce que quand on comprend, on n'a plus de peur. Et donc moi, je vais continuer sur ces deux fronts, de créer des nouvelles œuvres, mais aussi de continuer à évangéliser. Je fais beaucoup de conférences en fait, où je vais parler de ma pratique, de qu'est-ce que ça veut dire, ces données, qu'est-ce qu'elles représentent, etc., pour essayer de rassurer et montrer que c'est pas si sorcier que ça, qu'on contrôle ce qu'on fait et que Terminator, c'est pas pour demain. Ce qu'on entend un petit peu dans les médias, où là, dès qu'on dit intelligence artificielle, il y a un robot avec des armes qui vont tuer tout le monde. C'est pas le cas. Donc du coup, j'essaie de militer contre ça. Merci. Est-ce que vous pourriez, Kirel Benzi, nous montrer quelques œuvres là en changeant de Oui, fenêtre? tout à fait, tout à fait. Je vais essayer de vous partager mon écran. Voilà. Alors, hop. Partageons. Est-ce que ça joue? Est-ce que vous Oui. voyez? Là, voilà, Alors, vous pouvez... alors ça, ce que vous voyez à droite, c'est sur mon site, donc je vous invite à y aller, je fais un peu de promo. C'est mon nom, kirelbenzi.com. Du coup, ce qui est intéressant sur le site, c'est que sur chaque œuvre, quand vous cliquez dessus, il y a la description, en français et en anglais, qui dit, voilà, je peux apprécier l'œuvre en basse résolution, mais surtout, j'explique qu'est-ce que ça veut dire. Je vous montre le nombre de points qu'il y a dedans, le nombre de liens, et finalement, même s'il y a un article de recherche associé, en dessous, de savoir d'où viennent les données. Par exemple, celle-là, ça a été fait à l'EPFL avec un professeur, et des œuvres qui pourraient être connexes, qui serait par exemple celle-là sur l'EPFL, qui connecte tous les chercheurs de l'EPFL s'ils ont copublié un article scientifique ensemble. Donc là, il se trouve qu'à l'époque où j'ai fait cette œuvre, j'étais à l'EPFL en doctorat. Donc moi, je suis exactement ici, dans ce petit point, dans ce groupe-là, qui est le groupe pour le traitement du signal. Ici, on a la physique des plasmas. Ici, on a la médecine. Ici, c'est l'informatique. Donc on a aussi un côté qu'on n'a pas vraiment abordé, spécifique au data art, qui vient de la visualisation de données, d'un côté aussi utile pour les scientifiques de pouvoir... voilà. Ça, c'est quelque chose de ce style-là. Et après, il y a des œuvres qui sont beaucoup plus... par exemple, celle-là qui a été présentée, qui a été faite pour la journée du recyclage, c'était le 15 novembre, où là, celle-là, c'est une œuvre qui a été générée par une intelligence artificielle qui a pris une photo. J'ai donné une photo de Dubaï, la ville, en entrée, aussi une autre photo de déchets plastiques. Et après, l'ordinateur m'a synthétisé une nouvelle image qui combine à la fois la ville de Dubaï, on reconnaît plus ou moins les buildings, mais en même temps, tous les espèces on dirait que c'est tout plastifié avec des tessons de bouteilles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc là, voilà, ça pose la question, ça a été généré, c'est des données, parce que ça a été entraîné dessus, mais qui sortent un petit peu du côté vraiment point et lien qu'on aurait aussi dans l'œuvre qu'il y a au Art Lab juste à côté, qui est celle-là en fait, je vais vous la montrer, voilà, ça c'est l'œuvre du dôme, et voilà, qu'on voit à l'intérieur. Donc si vous avez l'occasion aussi de l'expérimenter. Voilà. À partir des archives à partir des archives du jazz. Donc chaque point est un artiste et ils sont connectés ensemble s'ils ont joué sur scène. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des artistes qui reviennent peut-être 13 fois au jazz et à chaque fois avec différents membres pour jouer pour la guitare, la basse, la batterie, etc. Et comme ces bassistes, par exemple, jouaient déjà dans le jazz 3 ans avant avec un autre groupe, on arrive à connecter finalement tous les artistes du jazz entre eux. Il y a toujours un lien de George Duke à Santana en passant par Sting et même... il y a même du thrash metal, donc c'est un genre de musique assez violent, qui a été présenté au jazz, et il y a toujours un lien, on trouve toujours quelqu'un qui nous amène finalement dans cet univers. Parfait, mais on peut vivre ça donc en immersion. C'est d'ailleurs une chose que vous pouvez faire jusqu'à 19h30, c'est visiter l'exposition donc Infinity Room 2, juste à côté, dans le pavillon B qui se trouve là. L'exposition où vous avez notamment le dôme de Kirel Benzi. Grand merci à vous quatre. Merci beaucoup. Et merci à vous, cher public. Est-ce que vous avez des questions qui vous ont brûlé les lèvres pendant tout ce temps passé ? Il y a un paradoxe amusant sur les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo maintenant sont de plus en plus gros sur le plan de quantité de données. Maintenant, un jeu vidéo, c'est au minimum 50 gigaoctets, alors qu'il y a 20 ans, ça tenait sur une disquette. Et pourtant, la jouabilité était excellente, même sur une disquette.
Maintenant, on a des jeux vidéo qui sont composés d'art, entre guillemets, à 99%. En fait, le moteur du jeu vidéo prend très peu de place, en réalité. Mais ce qui prend beaucoup de place, c'est les paysages, les personnages, les textures, les sons, la musique. Et tout ça, en fait, c'est quoi le but? Le but, c'est de créer une immersion qui va rendre le joueur de plus en plus dépendant. C'est de faire rester le joueur le plus longtemps dans cet univers et de l'absorber complètement. Donc il y a quelque chose de pas totalement innocent dans le jeu vidéo moderne et dans la quantité d'art contenu dans le jeu vidéo. On n'a pas parlé Donc, il y effectivement a de des la questions à se poser captologie, là-dessus. c'est ce qu'on appelle la captologie, qui est propre aux jeux vidéo. Vous voyez, je reviens comme un méchant média, mais là on ne peut pas dire que ce soit moi, ça vient du public. Mais Et juste le effectivement, deuxième volet de mon paradoxe, c'est que des jeux classiques comme les échecs et le Go, eh ben, la mystique de ces jeux a été un petit peu tuée par le numérique, parce que le numérique maintenant domine dans ces jeux. Le Go, c'est les ordinateurs jouent mieux que les êtres humains. Et les échecs, c'est pareil, depuis plus longtemps même, alors que ce sont des jeux réputés intelligents. Et les êtres humains se retrouvent un peu démunis face à l'ordinateur dans des jeux qui appartiennent à l'histoire de l'humanité. Donc voilà, c'est un paradoxe amusant. un commentaire peut-être Par Florian rapport Colombo. au Go et aux échecs, je pense que si un seul joueur humain aurait pu jouer autant de parties que les ordinateurs qui battent maintenant les humains ont joué, enfin, ces ordinateurs, ils jouent des milliards de... Ils n'arrêtent pas de jouer des parties et ils apprennent de chacune de ces parties qu'ils ont jouées. Il peut faire une partie en une demi-milliseconde. Alors, un humain ne peut pas faire ça, donc ça explique, mais ça reste un jeu très intelligent. Et un humain qui arrive à faire en 100 parties, à comprendre un jeu et à jouer contre un autre humain. Enfin, la beauté de l'humain, c'est d'apprendre très vite de très peu de données. La beauté de la technologie, c'est d'apprendre très vite d'énormément de données. Enfin, très lentement, pardon. D'énormément de Le données. machine learning. Marc Atala. Bon, pour moi, c'est très compliqué de parler de jeux vidéo. C'est comme si je vous parle de cinéma. Vous allez me dire lequel. Donc, je ne peux pas tellement être d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que si vous vous référez à ce qu'on appelle les AAA, c'est-à-dire les jeux où les plus de 40 ans vont les acheter dans les supermarchés en pensant que ça fera plaisir à leurs enfants et qu'ils ne se baladent pas sur les plateformes de téléchargement comme Steam, etc., ils tombent évidemment sur le prêt à consommer. Qui sont ces jeux à 50 gigas? Qui sont ces jeux effectivement qui crée une sorte, qui crée une sorte de dépendance. Mais j'aime pas trop le terme de dépendance. Moi, quand je lis un roman, si quelqu'un me parle pendant que je lis, j'ai envie de le tuer. Oui, ça m'énerve. Parce que je suis à fond dans le truc. C'est ce qu'on appelle l'état d'immersion. Donc le jeu fonctionne sur un état d'immersion. Je vois pas pourquoi c'est de l'ordre de la dépendance. Ou à ce moment-là, alors tous les jeux fabriqués depuis l'origine du temps sont des jeux qui marchent sur la dépendance. Et d'autre part, dans le jeu vidéo, il y a des expériences très, très, très brèves. Je pense à ce jeu qui s'appelle Passage, par exemple, de Jason Rohrer, qui dure 5 minutes, absolument 5 minutes, qui doit peser, je pense, moins que Mario de 1983. Mais c'est juste que je crois que la connaissance du domaine vidéoludique par le grand public est en général réduite au AAA, donc à ces grands jeux blockbusters. Et donc, en fait, tout le reste est souvent peu connu parce que ça suppose soit des gens qui vous aiguillent, soit vos enfants ou petits-enfants qui jouent à des trucs qui disent « mais essaye ça ». Les parents souvent n'ont pas trop envie d'essayer parce qu'ils se disent « bon ». Et donc je pense que oui, il y a des jeux qui cherchent absolument à créer, en particulier les mondes persistants, à créer une expérience qui se maintient. Mais cette expérience a été très bien analysée par exemple par Umberto Eco dans les années 70, donc bien avant le jeu vidéo, qui disait que le propre d'un univers de fiction, c'est que lorsque je l'aime, je veux rester dedans. C'est ce qui explique par exemple l'explosion du marché des séries TV aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo, qui marche sur le storytelling, de la capacité de faire en sorte que vous voulez voir l'épisode suivant, une sorte de monde persistant. Regardez l'engouement de Game of Thrones, se taper 12 saisons, enfin je ne sais pas combien il y en a, je n'ai pas regardé, mais voyez, 12 saisons, regardez le nombre d'heures que ça représente. Bon, ça c'est cette espèce de logique, mais si on voit ça, on le voit partout. C'est en fait, on le voit dans toutes les formes de fiction. La capacité du jeu vidéo, c'est que les parents, normalement, devraient un peu éduquer leurs enfants, d'une part, à diversifier leur intérêt fictionnel, parce que chacun a ses propriétés, de ne pas se contenter que des AAA Nintendo et PS4, et puis de peut-être focaliser sur l'expérience vécue par le joueur, c'est-à-dire rétablir le contact avec l'enfant sur le jeu vidéo. Et peut-être que nos adolescents passeraient beaucoup moins de temps que ce qu'on pense dans le jeu vidéo, surtout en se rappelant quand même que la moyenne d'âge du joueur de jeux vidéo en Europe, c'est 40 ans. C'est 30, oui. Florian, vous vouliez dire quelque chose à ce sujet ?
Non, oui, par rapport, je pense qu'il y a aussi, on parle d'intérêt économique de nouveau, mais c'est intéressant pour un jeu vidéo de capter le joueur, un maximum de joueurs à travers justement une expérience très immersive. Et puis l'intérêt du développeur, l'intérêt économique aussi après avoir ce qu'on appelle des DLC, c'est-à-dire non seulement on achète le jeu vidéo, on y joue, il y a 50 gigas, mais à la fin du jeu vidéo, pour nous maintenir dedans, on peut soit le refaire ou alors carrément payer encore plus pour avoir des nouveaux contenus, faire des nouvelles missions, faire des nouvelles choses. Et ça, c'est un intérêt économique du monde des jeux vidéo et des AAA. Et après, il y a tout l'autre univers que je connais effectivement moins, mais qui est très intéressant, juste des gens qui développent des jeux vidéo parce qu'ils ont une vision artistique, ça arrive, et on joue, et c'est très intéressant aussi. Mais c'est vrai que moi, je suis plus AAA. Il y a une belle conférence qui pourrait peut-être vous intéresser. J'avais invité cet été au Festival Numeric Games un chercheur de l'UNIL, parce qu'à l'université, il y a un groupe d'études sur le jeu vidéo qui s'appelle le Game Lab, qui a été créé il y a quelques années, et qui vient chaque année au festival. Il y a une conférence sur Assassin's Creed. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Assassin's Creed, c'est cette espèce de jeu où vous incarnez. Bon, c'est un peu complexe pour faire toute l'histoire, mais bon, une des dernières éditions d'Assassin's Creed, ça se passe dans la Grèce antique. Et le chercheur qui vient parler de ça, qui s'appelle Mathieu Pellet, fait une conférence sur comment on peut utiliser en gros ce jeu vidéo autrement que pour se balader dans l'Antiquité. Et il a un de ses arguments que je trouve intéressant qui dit on a tous été à l'école et on nous a appris l'Antiquité gréco-latine comme ça dans les livres d'histoire. Voilà. Sauf qu'on n'a jamais déambulé vraiment dans cette antiquité-là. Et il disait, tiens, si on regardait ce jeu autrement, c'est-à-dire si on l'utilisait pour que l'enfant ou l'adolescent, parce que c'est plutôt un jeu adolescent, ait vécu une aventure dans l'antiquité grecque. Il entend parler le grec ancien, il voit les bâtiments remodélisés, on est capable en tant que parent, enseignant, de lui expliquer en même temps que ce qu'il est en train de faire, c'est quand même une fiction, c'est-à-dire c'est quand même une mise en intrigue de quelque chose qui n'est pas la réalité, mais il aura vécu malgré tout dans ce monde, puisque l'équipe d'Ubisoft qui fait le jeu, c'est 3000 employés à peu près, c'est pas le petit studio, ils ont des archéologues, des historiens de l'art, etc. Donc je crois que c'est notre regard sur le jeu vidéo qui fait qu'on peut l'utiliser de manière intéressante, tout comme on l'a fait avec le roman, le cinéma, la bande dessinée, et que sais-je. Et les impératifs économiques, moi je ne connais pas un artiste aujourd'hui, à part, disons, les types qui veulent rester un peu underground, qui ne cherchent pas ça. Un romancier, aller au Salon du Livre de Genève, vous voyez ça, vous avez la file, puis ça marche, hein, vous avez tout le monde qui est devant Joël Dicker, puis tous les autres à côté, il n'y a personne, ils s'ennuient comme des rats morts. Donc l'enjeu économique, finalement, je veux dire, quand Houellebecq il vend 250 000 de ses romans à la première semaine, disons qu'il gagne 2 € par roman, je pense qu'il gagne plus maintenant parce qu'il a négocié ses contrats, ça va. Et c'est pas... Je pense que c'est difficile d'invoquer l'argument économique pour le jeu vidéo, parce qu'à mon avis, c'est un argument qui fonctionne dès qu'on rentre dans le marché. Et ça peut être du très limité jusqu'à des choses beaucoup plus grandes. Et là, les AAA, c'est des studios immenses, c'est des milliers de personnes qui travaillent, il faut payer les salaires. Enfin, je pense que n'importe qui a une entreprise va se dire comment je vais vendre ce jeu pour qu'il soit rentable, pour que je puisse payer mes salaires. Et ce n'est pas que du machiavélisme économique, si ce n'est que le monde dans lequel on vit peut-être fonctionne comme ça. Parce que je crois que ça marche aussi pour Swisscom, par exemple. On finira avec ce mot. Tiens, je ne m'attendais pas à ce qu'on termine cette... Un peu de pub comme ça. Merci.